t'as eu des coups de VAR, toi, ce soir, au match de la Juve, Johan? Non. Sur les matchs de Brest. Il y en a eu un sur le but du PSV, un check sur un contrôle de la main, mais comme on n'a pas d'image ultra précise. Bon. Non, parce que, en fait, que ce soit pour le match de City ou le match de Brest, à chaque fois, ça prenait des plombes. Pourquoi? Parce que les matchs de Ligue des Champions, tu as l'impression que ça dure à chaque fois pour vérifier un hors-jeu. Ça dure 3 minutes. C'est un truc de fou, quand même, cette histoire. Moi, surtout pour la main de Lespelou, quoi. Bah oui, la main de Après, Lespelou. sur Guardiola-Land, c'est au millimètre, je pense. Hein. Ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est assez étonnant et fatigant. Mais bon. Tiens, Polo est là. Polo, t'es là, bonsoir. Bonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde. La Juve bat le PSV 2-1. L'effet Kolo-Muani se prolonge, même s'il n'a pas marqué ce soir. Ouais, je suis pas sûr que ce soit l'effet Kolo-Muani parce que c'est son moins bon match à la Juve et il n'a pas été très très utile. Il a perdu beaucoup de ballons et dans l'exécution technique, il a été assez maladroit. Alors, il y a plein de choses à dire. Je vais commencer par le positif parce que c'est vrai qu'on a été assez négatif et j'ai été assez négatif avec la Juve et fort logiquement depuis le début de la saison et ce qu'il nous montre. Il y a une agressivité que j'ai assez peu vue cette saison dans les phases sans ballon avec cette volonté de le récupérer très très vite et de gêner la relance du PSV. On sait qu'ils sont très à l'aise quand ils sont dans un fauteuil, le PSV, et qu'ils sont trop pressés. Ils ont des joueurs techniquement qui sont au-dessus aux Pays-Bas et même en Coupe d'Europe. Il y a des joueurs qui sont vraiment très très intéressants. Et les défenseurs ont été très très agressifs. J'ai beaucoup aimé même Douglas Luiz, Locatelli en première mi-temps. Ils ont été très intéressants. McKennie, évidemment, c'est une de ses qualités principales. Gatti a été l'homme du match parce que à chaque fois, et ça c'est aussi dans ce que demande Thiago Motta à ses défenseurs centraux, on l'a beaucoup vu avec Calafiori la saison dernière à Bologne, même Boykema, on était capable, Lukumi aussi, c'est la capacité à se projeter avec et sans ballon. Alors c'est beaucoup Kaloulou qui l'a fait en début de saison. Là, comme il était blessé entre Veiga et Gatti, Veiga qui vient d'arriver au mercato en provenance de Chelsea, c'est plutôt Gatti qui l'a fait ce soir dans la volonté d'aller récupérer le ballon très haut et donc d'être très agressif dans les duels et ensuite de pas s'arrêter à la récupération du ballon et la transmettre à l'attaquant, mais de tout de suite essayer d'apporter le danger sur le côté plutôt axe droit pour Gatti et il a été à l'origine des 2 buts. Tout simplement, sur le premier but, il récupère le ballon, il fait un dribble, il centre, un très bon centre très fort devant le but. Et ensuite, sur le deuxième ballon, c'est lui qui fait une remise de la tête pour McKennie. Et sur le deuxième but, tout part de lui et de sa volonté de jouer le ballon et de pas simplement la transmettre au coéquipier le plus proche et de prendre des risques en accélérant, en faisant même une diagonale sur le terrain où tu as 3 joueurs du PSV qui viennent le presser et il transmet et l'action part de là. Donc peut-être que l'évolution de Gatti, qui est un peu pour la faire très simple, une brute en Italie, quelqu'un de très dur et parfois même dans l'excès, les coups de poing dans le ventre de l'adversaire et compagnie. Ah oui, quand même. Peut-être que Thiago Motta va réussir à en faire un joueur un petit peu plus soyeux. Et Veiga était très très bon aussi. Je trouve qu'il a amené aussi quelque chose dans la phase de construction. Par contre, Kelly, pour parler un peu des recrues, a été catastrophique. Un défenseur comme ça qui fait comme un U12 et se tourne sur la moindre feinte et montre ses fesses et son dos à l'adversaire, je pensais pas que c'était possible à ce niveau de la compétition. Et par contre, c'est clair qu'offensivement, il y a encore énormément de travail. Le bon côté des choses, c'est que ils se sont projetés en nombre parce qu'ils étaient plus haut sur le terrain, donc il y a plus de joueurs dans la surface pour les seconds ballons et pour attaquer. Par contre, Yildiz, sa première mi-temps, elle est pas bonne, mais en même temps, et cette obsession de le mettre couloir gauche, je comprends toujours pas. Nico Gonzalez, il n'a pas été très bon. Kolo Muani n'a pas été bon. Conceição, il est décisif sur le but parce que c'est lui qui centre sur le but de... j'ai un trou sur le but de Mbangula en fin de match. C'est lui qui fait l'accélération, mais sinon son match n'est pas bon. Et Vlahovic, son entrée, elle est insipide aussi, même s'il met beaucoup d'envie, mais offensivement, c'est pas bon. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur le plan offensif à la Juve. Mais ça, on le sait, c'est depuis le début de la saison. Et Kefren Thuram, il a joué 20 minutes, tu me diras. Ouais, il est entré en jeu, il est un peu... Alors, Thiago Motta, c'est intéressant parce qu'à Sky, il y avait Capello, il y avait Del Piero, il y avait Di Canio. Et Di Canio a un peu titillé Motta en mode tu changes à tous les matchs ton duo au milieu de terrain. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en essayer au moins 2 sur plusieurs matchs, de les installer comme titulaires, lui il appelait ça titulaire, mais au moins les installer sur plusieurs matchs et de voir ce que ça donne parce que Di Canio estimait qu'il manquait de repères et qu'ils n'étaient pas dans le confort absolu de devoir changer de partenaire à chaque match ou de s'asseoir sur le banc tous les 3 jours. Enfin, un jour tu joues, un jour tu joues pas. Et je suis assez d'accord avec ça. Kefren a bien commencé la saison, était plutôt titulaire avec Locatelli. Là, il a un peu reperdu sa place. On voit plus Douglas Luiz qu'on voyait pas. Kopp Miners débute sur le banc.
Bon, il y a beaucoup de rotation, mais c'est clair que quand tu commences un projet et que tu essayes d'amener tes projets de jeu, ton projet de jeu, je sais pas si cette ultra rotation dans un secteur ultra clé profite vraiment aux joueurs à l'instant T. Bon, donc tu estimes qu'il y a encore largement du suspense pour le retour là. Ouais, parce que normalement ils ont d'ailleurs qui fait un retour au premier plan. Exactement, qui met un très beau but, hein. Ça frappe du gauche, feinte, frappe du gauche, Ouais. rentre sur le pied gauche et frappe du gauche au premier poteau. Elle est un très beau but. Oui, mais il y a clairement match au match retour, hein, parce que moi je considère que la Juve fait plutôt un bon match par rapport à une bonne première mi-temps, une deuxième beaucoup plus difficile. Mais dans l'ensemble, ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner ce premier match. Le but encaissé de manière un peu bête, tir contré, le ballon atterrit sur Perisic, Kelly qui monte ses fesses et voilà, bon, c'est un peu bidon comme but encaissé. Attention, ils ont un peu souffert dans le jeu aérien avec Luc de Jong. On sait que c'est un des meilleurs attaquants en Europe sur le jeu aérien. Moi, je suis pas certain. La vraie difficulté du PSV, c'est sur les côtés où défensivement, ils sont pas bons du tout. C'est pas des vrais défenseurs. Ledesma, Mauro Junior, c'est trop faible. Ils ont des blessés importants. Boscali est blessé. Ricardo Pepi est blessé. Karsdorp est blessé. Donc, ils ont pas mal de blessés, le PSV. Mais malgré tout, sur le talent qu'ils ont, la qualité technique qu'ils ont et la capacité à confisquer le ballon et à faire tourner un peu la Juve, si la Juve rate son pressing ou est moins agressive et qu'il les laisse s'installer, ça peut être un gros danger, ouais. Bon, bah, à suivre la semaine prochaine. Voilà, au moins un match à suspense pour le retour, parce que sur les 4 de cette journée-là, très franchement, va falloir le chercher le suspense mercredi prochain, parce qu'on a l'impression que Paris, le Real et Dortmund, dont on va parler dans quelques secondes, ont largement pris le dessus, évidemment, vu les scores. Merci, Johan. Ciao, ciao. Ciao. Polo, il y a plein de choses à dire. Déjà, quel rebond de Dortmund, parce que depuis le début de la saison, tu nous disais En Ligue des Champions, ils se baladent comme l'année dernière. Nouri Sahin, Non, tout ça. Très sérieusement, pour moi, c'est une énorme surprise ce soir. Alors, je sais que certaines personnes disent que depuis le départ d'Amorim, le Sporting n'a plus gagné un match en Ligue des Champions, mais ça ne les empêche pas d'être en tête du championnat portugais, d'être allé chercher un point à Porto ce week-end, etc. Et puis, il faut voir la qualité de l'équipe, même s'il manquait des joueurs ce soir, et notamment le Yulman, qui est celui qui dirige le jeu. C'est une vraie surprise, parce qu'en plus, on a 2 mi-temps complètement différentes. La première, globalement dominée par les Portugais, par l'équipe portugaise, une équipe de Dortmund complètement penaude à l'image de ce qu'elle produit depuis plusieurs semaines. Rappelons qu'elle a quand même gagné qu'une seule rencontre, enfin 2 maintenant avec ce match de Ligue des Champions depuis le début de la saison 2025 calendaire. Et ça n'allait pas bien. Julian Brandt, des fautes techniques dans tous les sens, etc. Il y a même une frappe sur la barre transversale à la 15e minute pour le Sporting. Même si le Sporting dominait, il n'y avait pas non plus le feu dans la défense du Borussia Dortmund. Et tu sentais quand même que Niko Kovac, c'est un peu aussi l'une de ses spécialités, c'est safety first pour l'instant, après notamment la défaite en championnat ce week-end contre Stuttgart. Et puis, en deuxième mi-temps, il se passe l'effet inverse. Je ne sais pas si c'est le Borussia Dortmund qui augmente son niveau de jeu ou c'est le Sporting qui s'écroule, mais c'est complètement différent. C'est le Borussia Dortmund qui commence à confisquer la balle dès le début de la seconde mi-temps. Ils ont un temps fort pendant un quart d'heure, et puis il y a quand même un buteur qui est quand même l'une des plus belles actions et surprises depuis maintenant 2 ans et demi, aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des Champions, parce que c'est son 10e but ce soir, c'est Guirassy, sur un contre très bien mené, centre de Brandt, Guirassy et la récupération 1-0. Et là, tu te dis, le Sporting va attaquer un petit peu, et puis Dortmund se met en contre, et puis 2-0, et puis 3-0. Et en fait, il n'y a aucune réaction côté Sporting, et le Borussia Dortmund, finalement, a un pied, une jambe 3/4 en 8e de finale. Mais pour moi, je vais être très très honnête, c'est une véritable surprise, parce que tu regardes les 30 premières minutes du Borussia Dortmund, c'est vraiment une équipe qui a peur, qui n'a pas la confiance. Moi, encore une fois, Julian Brandt, aujourd'hui, en meneur de jeu, c'est pas celui qu'on avait l'année dernière. Il rate une passe sur 2. Alors oui, on nous dit, il fait 2 passes ce soir, ouais, mais il rate tout ce qu'il avait à faire. Donc tout ça fait que ça va faire du bien au Borussia Dortmund. Place au championnat, parce qu'ils sont à 7 points de la 4e place quand même, et donc la qualification, une prochaine qualification pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué. En tout cas, je te le dis, pour moi, c'est une vraie belle surprise. Je me serais contenté d'un match nul, si c'était possible, à l'aller. Tu nous disais il y a quelques jours que tu étais très étonné du choix de Kovac comme coach. Ça y est, t'es convaincu alors? Non, mais j'ai expliqué pourquoi. Niko Kovac est un coach qui a la réputation d'être très défensif, très gros travailleur, et surtout qui amène une très grosse discipline. Donc au bout d'un moment, les équipes, elles en ont un peu marre de ce genre de coach. Mais au début, c'est pas mal. Au début, ça prend.
Au Oui, début, ça prend un peu, ouais. Mais n'oublions pas qu'il a été viré du Bayern Munich, parce que, notamment par Thomas Müller, parce qu'il avait changé de schéma de jeu. Il mettait Thomas Müller sur le banc, mais en plus, on jouait d'une façon C'est pas extrêmement Thomas Müller défensive. qui l'a viré. Au Bayern. Factuellement. Au Bayern. Tu fais pas ce que tu veux au Bayern avec Thomas Müller. Hein. Je sais pas, tu peux demander à Ancelotti aussi, des choses comme ça. Quoi, futur président. Hein. Et le vrai problème, si tu veux, c'est que le Borussia Dortmund, on ne sait pas quelle est son identité de jeu. Les coachs changent. D'ailleurs, moi, j'envoie des petits pics en ce moment à certains supporters, aussi bien en France qu'en Allemagne, qui ne supportaient pas Terzic. Au moins, on avait une ossature et on avait un plan de jeu très clair, etc. Là, avec Nuri Sahin, c'était catastrophique. Plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Et le boulot, dans un premier temps, de Niko Kovac, on ne sait pas si c'est aller de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui va être délicat, mais surtout de faire la discipline, que tout le monde se remette dans le droit chemin pour, au minimum, se qualifier pour une prochaine compétition européenne, aussi petite soit-elle. Donc, à ce niveau-là, il sait faire ce genre de choses. Maintenant, je l'ai vu à Wolfsburg, évidemment, vous l'avez vu, vous, à Monaco. Ce sont souvent des équipes à lui qui sont en réaction et rarement en action. Quand tu es le Borussia Dortmund et que tu joues devant 80 000 personnes, tu ne peux pas attendre d'être mené au score ou qu'il y ait 0-0 pour envoyer la sauce, quoi. Donc, à ce moment-là, j'ai un vrai problème avec lui. Maintenant, si on parle juste à court terme, de remettre une équipe sur le droit chemin, de virer les gars qui n'ont pu être là au Borussia Dortmund, et il y en a un paquet quand même, je pense qu'il est le bon coach, mais j'ai envie de dire à court terme. À moyen terme, je ne sais pas ce que ça va donner, mais rappelons quand même que c'est un travailleur énormément acharné, donc il faut aussi que la direction le suive dans ses choix et tout ça. En tout cas, je le répète, pour moi, c'est une très très belle surprise ce soir.